Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, deux bilans en une vidéo. On va faire le bilan du mois de février et du mois de mars sur mes investissements en bourse à travers mon PA et mon compte titre. On va voir que j'ai acheté et vendu dans les deux. Ensuite, on va faire le bilan de mon investissement que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes Airbnb et Booking. Donc mon appartement, on va voir comment il a performé également sur ce mois de février et mois de mars. Et pour finir, on va aller regarder mon budget, voir si j'ai respecté mes objectifs de dépenses que je me fixe chaque mois. Donc je vous emmène avec moi sur mes écrans. Vamos! Avant de vous montrer mes performances de ces deux derniers mois, je voulais faire un petit rappel par rapport à ceux qui me découvrent sur la chaîne et aussi par rapport aux fidèles abonnés qui sont là. Surtout qu'en plus là je viens de rater 2 mois finalement, 2 bilans. J'aime bien être rigoureux, au moins faire mon bilan chaque mois. Voilà, je le rappelle, je suis dans la vie de tous les jours, je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans, je suis en couple, je suis père de 2 enfants, j'ai un métier, je suis salarié, j'ai une vie sociale, une vie familiale. Bref, le contenu que vous voyez sur cette chaîne YouTube, c'est un partage en toute transparence avec vous de mon parcours d'investisseur que j'ai lancé en 2020 à travers mon PEA et en 2021 à travers mon compte titre. Mais ce n'est pas mon activité professionnelle principale, je ne gagne pas d'argent, il n'y a pas d'affiliation. Le seul argent que je gagne, c'est avec les pubs que vous voyez sur YouTube. Donc voilà, je voulais préciser que en termes de contenu, j'essaye d'être le plus régulier possible. C'est pas tout le temps facile, parce que ma vie personnelle et professionnelle prime sur le dessus. Et pour être honnête et transparent avec vous, comme je le suis toujours sur cette chaîne, j'ai raté le bilan du mois de février et le bilan du mois de mars parce que j'ai été 2 semaines en vacances. J'ai été aux États-Unis, à l'étranger, pour ceux qui suivaient la chaîne depuis un petit moment. Je l'avais annoncé en fin d'année dernière que je faisais un voyage entre potes aux États-Unis. C'était très très cool, mais ça m'a pris 2 semaines. Ensuite, j'ai eu 2 déplacements professionnels qui m'ont pris 2 fois 3 jours. Et entre-temps, pour petite cerise sur le gâteau, j'ai mon fils qui s'est fait une double fracture du poignet et on a fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital parce que les plâtres n'étaient pas bien positionnés et finalement ils l'ont opéré alors qu'au début ils ne voulaient pas l'opérer. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je ne suis pas un influenceur professionnel, encore une fois un youtubeur professionnel. Je partage sur cette chaîne mon aventure en bourse et ça m'arrive parfois de pas être super régulier, et j'ai eu quelques petits commentaires en disant tiens, on ne voit plus, qu'est-ce qui se passe, c'est sympa de penser à moi, et c'était pas dû à la baisse des marchés, hein. On pourrait se dire tiens, les marchés baissent, papa investi, il est parti. Non, pas du tout, je continue à investir, vous allez voir. C'est juste voilà, ma vie personnelle et professionnelle qui restera toujours prioritaire sur le contenu de ma chaîne et sur cette chaîne YouTube. Donc voilà la raison on va dire des absences de vidéos depuis 2 mois sur la chaîne. Et vous le voyez, hein, ceux qui me découvrent, vous avez une page bento à l'écran, il y a un lien dans la description. L'intérêt sur toute cette page, c'est de retrouver surtout mes contacts, si vous voulez me contacter, Discord et Twitter, surtout Discord. Moi je préfère Discord parce qu'on peut partager ensemble. C'est pas je le précise, on me demande à chaque fois, souvent on vient me voir, il est où ton Discord communautaire? C'est pas un Discord communautaire, c'est vraiment mon pseudo. C'est-à-dire que quand vous allez sur Discord, vous allez discuter en 1v1 avec moi. Et toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent me voir, c'est super cool. On a fait des calls avec certains. Donc voilà, c'est vraiment un partage, un échange. J'aime beaucoup. Je préfère à Twitter, où Twitter, finalement, ça reste à travers la messagerie de Twitter, c'est par écrit. C'est pas toujours facile de bien expliquer sa situation et de bien répondre. Alors que par Discord, on peut faire un call, on peut faire un visio, on peut partager beaucoup plus de choses. Et c'est beaucoup plus pratique à vous apporter des réponses. Donc voilà, cette page, elle est cool. Vous pouvez trouver mes contacts. Vous pouvez trouver, si vous avez envie de vous lancer en bourse, 2 offres de parrainage par rapport à Bourse Direct, qui est mon courtier sur mon PA, et De Giro, qui est mon courtier pour mon compte titre. Bourse Direct, sachez que je suis en train de parler avec eux, ils m'ont contacté en me disant voilà, on aimerait bien échanger avec toi pour parler d'offres. Donc peut-être que j'aurai une meilleure offre que l'offre basique de parrainage. Ça me ferait plaisir, notamment surtout pour vous. À voir peut-être dans les prochaines vidéos ce qu'il en devient, et en toute transparence je vous dirai un petit peu ce qu'il en est si jamais il y a entre guillemets un partenariat avec Bourse Direct. Et voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez également trouver le lien qui renvoie vers mon fichier de suivi, mon fichier de suivi que vous connaissez par cœur sur la chaîne pour ceux qui me suivent, hein, qui est celui-ci. Et du coup là, on va tout simplement entamer sur le résultat sur les performances de mes comptes en bourse, de mon PEA et de mon compte titre. On va commencer par le PEA. Donc ce fichier que vous voyez à l'écran, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui vous montre pas à pas comment télécharger ce fichier. Je sais qu'il est gratuit. Je vous demande pas d'email, de numéro de téléphone, rien. Il est gratuit. Vous téléchargez ce fichier, il est vierge de data.
et avec le tutoriel qui est sur ma chaîne, si on se met ici, Papa Investi, vous allez voir cette vidéo-là, bourse, fichier de suivi, tutoriel et mise à jour 2024. Là, vous avez une vidéo qui dure presque 1 heure, où je vous explique pas à pas comment configurer le fichier que vous avez à l'écran, ici, pour intégrer vos datas. Et si jamais il y a un problème, encore une fois, n'hésitez pas à passer par Discord pour me contacter, et on voit ça ensemble. Donc la performance de mon PEA, retournons, on va dire, au sujet principal de la vidéo. Donc performance de mon PEA sur les 2 derniers mois, donc du coup février et mars. On va le voir tout de suite. Performance négative, moins 3,96% quand j'additionne les deux. Et là, on voit que le mois d'avril est très rouge. Je vais faire un tout petit aparté sur, sur la période du moment. En ce moment, c'est assez volatile, c'est très volatile même. C'est dû évidemment à tout ce qui se passe avec Trump. Je pense que vous allez voir ma vidéo, si vous voyez ma vidéo, ça fait quelques jours maintenant que vous êtes au courant que Trump fait un peu tout et n'importe quoi avec le marché, il le manipule de manière volontaire ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, avec ses droits de douane qu'il enlève et qu'il retire, ça fout un peu le bordel. Sachez quoi qu'il arrive, quand vous allez vous investir, quand vous allez vouloir investir en bourse, c'est un peu le mindset qu'il faut avoir, c'est-à-dire que vous allez avoir des années qui vont être haussières, vous allez avoir des années qui vont être baissières. La bourse, c'est volatile, quoi qu'il arrive, beaucoup plus volatile qu'un placement un peu classique qu'on pourrait dire comme l'assurance vie. Et il va y avoir des années baissières et il va y avoir des années haussières. Moi, vous le voyez à chaque fois, je suis très transparent sur la chaîne et avec mon tableur. J'ai eu des années positives. Là, c'est uniquement mon PEA, on pourra regarder le compte titre après, mais j'ai eu aussi des années dans le rouge. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. J'avais vu une image que je trouvais super cool. Je crois que c'était Stock Market Cycle, qui parle justement des cycles de la bourse. Et voilà, c'était une image un peu comme ça, qui vous montre tout simplement, en bleu, les phases de hausse, en rouge, les phases de baisse. Donc là, on voit pas trop, l'image, elle est tronquée, je suis un peu désolé, j'ai pas pris la bonne. Peut-être plutôt prendre celle-là. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les années de baisse, il y en a. On prend du moins 22, du moins 36, du moins 48. Donc là, on monte un petit peu quand même dans le temps. Mais voilà, on a même eu du moins 50. Il y a des années de baisse. Mais comparativement aux années de hausse, voilà, c'est sans commune mesure, quoi. Je veux dire, on fait des périodes de 500%, on fait des périodes de 400%, 114, 200, 125, enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, vous allez investir en bourse. Si vous investissez en bourse, il faut être prêt à avoir des années de baisse. Il faut être prêt tout simplement à avoir de la volatilité. C'est le jeu, c'est comme ça que se comportent les marchés depuis toujours. Et on regarde ici, j'aimais bien aussi ce petit graphique-là, c'est qu'en fait, ils ont pris toutes les périodes de hausse et toutes les périodes de baisse. Et en moyenne, les périodes de hausse, ça dure 51 mois, et les périodes de baisse, 11 mois. Donc là, ça a commencé depuis, on va dire, février, ça fait 2 mois. Donc on pourrait très bien avoir une année 2025 qui soit complètement baissière sur toute l'année. Ça fait partie du jeu, voilà. Moi, je trouvais que ce graphique était très parlant. En tout cas, moi, j'aime bien les images et c'est plus parlant que des fois lire des longs paragraphes. Et ça illustre bien que voilà, vous allez avoir des années ou des passages, des fois au sein d'une année où vous allez perdre, où le marché va baisser et on va être dans des performances négatives. Mais la majeure partie du temps, on est haussier et quand vous regardez ne serait-ce que le cours du SP500 sur du très long terme, il fait que monter, quoi. Il faut prendre un peu de recul. C'est un peu le genre de mindset qu'il faut avoir. Pardon, j'étais sur Google AdSense, je l'ai sur Google Finance, mais c'est un peu le mindset dans lequel il faut être et auquel il faut se préparer quand vous allez investir en bourse. Ça monte sur le long terme, quoi. Et effectivement, il y a des grosses phases de baisse. Mais quand on regarde la hausse sur du long terme, il ne faut pas avoir peur de mais si j'investis maintenant ici, je suis au plus haut, combien de temps ça prend pour revenir au même niveau? Parce que ça sous-entend que vous investissez en une seule fois. Mais je vais essayer de faire un petit zoom comme ça. Je pensais que j'aurais pu zoomer. Mais typiquement, la personne qui investit ici, voilà, c'est un exemple
2022. On va dire, tiens, 2022, pour revenir sur le même niveau, c'est début 2024, donc il y a eu 2 ans où finalement on n'a pas gagné d'argent. C'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si vous investissez à travers des ETF et en DCA, tout simplement, vous allez investir même quand le marché baisse. C'est-à-dire que vous allez acheter là, vous allez acheter là, vous allez acheter là, vous allez acheter là. Même si vous avez acheté ici en premier lieu, votre PRU il est peut-être au maximum au moment où vous investissez, mais vu que le DCA c'est investir de manière régulière sur les marchés financiers, bah, vous profitez aussi des mouvements de baisse. Donc vous allez investir à plusieurs endroits où ça va baisser, ça va baisser. Et dès que le marché va remonter, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre de revenir sur le même niveau pour être en positif. Vous allez avoir un PRU qui va baisser, ça se trouve votre PRU va être à ce niveau-là, et très rapidement vous allez repasser au-dessus. Donc c'est un peu le mindset qu'il faut avoir quand on investit en bourse, quand on veut se lancer en bourse. Il faut se préparer à ce qu'il y ait des années de baisse, il faut se préparer à ce qu'il y ait des années de hausse. Il y a plus d'années de hausse que d'années de baisse, et les années de hausse compensent largement les phases de marché baissier. Donc voilà, là, typiquement, sur mon PEA, j'ai un mois de février et un mois de mars où je fais moins 4%. C'est comme ça. Si je regarde le SP500, il avait fait moins 6. Si je regarde le CAC, il avait fait moins 8. Donc je suis un peu mieux. Mais je suis quand même dans la logique et dans la tendance générale du marché. Et là, le mois d'avril, on voit que il fait de plus en plus mal, forcément. C'est là où il y a beaucoup plus de volatilité. Là, les derniers jours, on a vu, je crois, des marchés américains, je crois, faire la plus grosse hausse, notamment dès que Trump a dit qu'il reportait les droits de douane dans 3 mois. On a eu un marché SP500 qui a fait 11, 12 ou 13%. Donc c'était, je crois, la 3e plus grosse journée haussière de l'histoire du SP500. Donc là, c'est vraiment très particulier. J'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à investir en 2020, il y avait le Covid. Le marché avait perdu à peu près 40%. Mais c'était pour une raison, je trouve, entre guillemets, un peu valable. Là, les droits de douane, évidemment, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. C'est important. Mais ce qui fait peur, c'est justement comment c'est géré au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Donald Trump va se lever du pied gauche, il va imposer des droits de douane. Le lendemain, il se réveille du pied droit et il les annule. Et puis on ne sait pas s'il va pas nous faire ça plusieurs fois dans l'année, quoi. Je me rappelle son premier mandat, c'était la guerre économique avec l'Asie, notamment la Chine. Bah, plusieurs fois pendant son mandat, il a dit, il a soufflé un peu le chaud et le froid, quoi. Il a dit, oh non, ça va aller mieux, non, finalement on va durcir. Et les marchés n'arrêtaient pas de faire des up and down là-dedans. Donc on verra, mais voilà, c'est une petite précision sur le mindset. Il faut vraiment être prêt à avoir des années qui baissent et être prêt psychologiquement à se dire, ok, je vais investir en bourse, mais sur du très long terme, je vais être gagnant. Mais parfois, il y a des moments où je vais me prendre des claques parce que ça fait mal, hein, c'est comme ça. C'est la bourse, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il faut l'accepter. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a plus de marchés haussiers sur du long terme, les hausses sont plus importantes, ce qui fait que sur du très long terme, vous serez gagnant en bourse. En tout cas, c'est la conviction personnelle que j'ai. Donc voilà, PEA dans le rouge, sur ces 2 mois-là. On va voir un petit peu les mouvements que j'ai faits. Si on regarde mon portefeuille, mon PEA aujourd'hui, donc là on est presque mi-avril, on voit qu'il est constitué à 56,8% d'ETF et 40% d'actions. Et j'ai 3% de liquidité. Alors là aussi c'est pareil, c'est très important d'avoir des liquidités, toujours un petit peu, pour pouvoir justement profiter de ces phases où les marchés baissent, notamment sur la partie ETF, parce que la partie ETF on fait un DCA. Vous pouvez le faire aussi également sur des actions sur lesquelles vous avez des valeurs vraiment, des convictions à long terme très, très précises et très, très haussières. Ça peut être des bons moments pour renforcer certaines actions. Mais toujours est-il que moi je passe non plus des tonnes et des tonnes de liquidités qui dorment, parce que chez Bourse Direct, mes liquidités ne sont pas rémunérées. Moi je considère qu'à partir du moment où j'investis mon argent en bourse, tous les mois je fais des versements. L'objectif c'est pas de le laisser juste dans la poche liquidité, qui soit pas exposé à la bourse, sinon je fais pas de croissance. Et j'expose pas finalement l'argent que je verse dans mon PEA, je l'expose pas au marché financier. Donc j'avais à peu près 10%, on va voir, j'ai fait quelques mouvements, et donc du coup là aujourd'hui j'ai 3%. Il y a certains courtiers qui proposent de rémunérer le cash, donc ça c'est super intéressant, mais Bourse Direct le fait pas. Moi l'arbitrage que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est de me dire ok, j'ai que 540 € disponibles, est-ce que finalement je vais pas chercher dans mon épargne de précaution
dans mes livrets, un peu plus de cash en me disant là c'est un bon moment. Les phases de creux comme ça, les points bas entre guillemets, c'est toujours bien d'en profiter. On a toujours envie un peu de, j'allais dire, de surbooster un petit peu son investissement. Ça pourrait être l'arbitrage et le pilotage que je pourrais faire. Moi je le fais pas parce que avec ma femme on a un projet d'achat de résidence principale. Et donc du coup l'argent qu'on a mis de côté jusqu'à maintenant va être dédié à l'achat immobilier de cette résidence principale. Et tout le reste, je suis mon plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je verse 100 euros sur mon PEA, je verse 100 euros sur mon compte titre. Mes liquidités, tous les mois, j'épargne aussi sur mon livret A et mon LDD. Voilà, tout ça, je suis en train de le construire. Ça fait un moment qu'on le met en place. Mais c'est construit dans le but de respecter un plan. Et ce plan a pour but principal de pouvoir acheter notre résidence principale. Mais si vous avez jamais, enfin on a tous des contextes différents, et si vous avez un contexte qui est un peu différent, vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, arbitrer, piloter, en se disant peut-être que je peux aller piocher un peu dans mon épargne de précaution, parce que mon épargne de précaution, elle est déjà bien remplie. Ça c'est propre à chacun, à vous de voir comment vous avez envie de réfléchir. Toujours est-il que on ne sait pas si aujourd'hui c'est le point le plus bas. Encore une fois, hein, Trump a juste repoussé de 90 jours, de 3 mois, ce côté droit de douane. On ne sait pas ce qu'il va dire dans 3 mois. S'il redit même chose, le marché replongera de nouveau. Donc c'est un petit peu boule de cristal, on ne sait pas. C'est pas évident. Moi je dis toujours, il faut avoir un plan en tête et essayer de le respecter le plus possible pour être à l'aise dans sa gestion de son investissement. Pour moi c'est le plus important parce que d'un point de vue psychologique, c'est ce qui est le plus facile à gérer au quotidien. Donc si on va sur un peu plus en précision, donc en précision, je disais que j'avais quasiment 57% d'ETF, 40% d'actions. Idéalement, j'aimerais bien tendre plus vers 70-30 en faveur des ETF. Sur la partie ETF, on va le voir, j'ai fait quelques mouvements. Il suffit d'aller dans mes tableaux entrée-sortie. Et j'ai renforcé tout simplement l'ETF SP500 et l'ETF pays émergents. Donc on va voir que j'avais été un peu dernièrement pas super assidu sur mon DCA, sur mon ETF SP500, mais là j'en ai pris en février, j'en ai pris en mars, j'en ai pris en avril. J'en ai pris un peu plus en avril, parce que je considère que voilà, on est un peu plus bas. Donc j'ai envie de quelque part un petit peu d'optimiser, on va dire, un peu comme ça, cette phase-là. Le Stoxx 600 en Europe, on voit que je fais plus de DCA depuis octobre dessus. Et j'ai fait un peu de DCA en 2025 sur mon pays émergent. J'en ai acheté 5 en février et 5 en avril. Et tout ça essaye de respecter une cible que je me suis définie. À savoir, j'aimerais avoir un portefeuille d'ETF cible qui soit composé à 50% de SP500, 25% d'émergents et 25% d'européens. Là, on voit que par rapport à ce que je détiens en portefeuille en réel, je suis un peu à la bourre sur l'émergent. C'est pour ça que j'avais décidé de racheter de l'émergent. Et pas d'européen, mais vu que j'ai acheté un petit peu de SP500 aussi parce que je trouve qu'il a plus baissé que les autres, du coup ça a un petit peu redécalé on va dire l'équilibre. Bon, rien de grave. Mais voilà, j'ai fait mon DCA sur mes ETF, à part sur l'ETF européen. Et si on regarde un peu les performances, voilà, on voit que sur l'ETF émergent, je suis toujours négatif depuis le début. Pas de beaucoup, hein, 0,73%. Il s'était bien repris, mais là, forcément, avec les douanes, l'histoire des droits de douane, ça leur a mis un peu une petite claque. Et on voit que le PNP SP500 et les BNP 600, je suis dans le positif. De toute façon, quand on fait un DCA, la performance va pas être exceptionnelle parce qu'on colle au marché et on suit le marché. Mais voilà, je suis content d'avoir exposé mon argent et d'avoir fait un DCA un peu plus assidu en ce début d'année. Et sur la partie action, il y a eu des mouvements, il y a eu de la vente. La raison, c'est qu'en fait, tout ce bordel qu'a créé Trump, qui a créé beaucoup de volatilité, moi j'avais mis historiquement des stop-loss sur certaines valeurs, et ces stop-loss ont été touchés. Alors ça fait un peu chier, parce qu'en fait, on voit que c'est juste dû à des déclarations de Trump, et que ça ne remet pas spécialement en cause fondamentalement les entreprises. Mais moi j'aime me protéger sur certaines valeurs avec des stops, c'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne, le stop picking, c'est-à-dire le fait de choisir des actions et avoir un portefeuille exposé en actions, c'est plus dur pour moi que les ETF. Je me sens moins à l'aise, moins compétent là-dedans.
Et j'ai des convictions sur certaines boîtes, mais j'en ai un peu moins sur d'autres. Et ça ne veut pas dire que je ne les mets pas en portefeuille, mais ça veut dire que quand je les mets en portefeuille, je me protège un peu plus. Et malheureusement, j'ai dit au revoir à Amundi et Dassault Systèmes. Donc Amundi que j'aime beaucoup, en plus qui font des ETF voilà, que j'aime beaucoup. Ils ont eu des très bons chiffres en 2024, un encours qui explose. Et certes, il y a de la concurrence qui arrive un peu sur le marché, mais ils sont toujours là. Dassault Systèmes, ça faisait un moment que je les avais et j'avais mis un stop. Pour mettre mes stops, je me sers un petit peu de l'analyse graphique. Et puis aussi, je regarde un petit peu tout simplement combien j'ai perdu en valeur tout simplement sur la ligne. Et donc du coup, on peut retrouver ça ici, dans mon peu. Je fais un petit onglet achat-revente. Et on voit quoi, la Dassault Systèmes, j'en avais acheté depuis le 14 janvier 2022. Donc ça faisait plus de 2 ans que je les avais en portefeuille. Et voilà, j'ai fait moins 25%, je suis sorti. Moins 25%, ce qui représente une perte de 123 euros. Donc je suis sorti le 7 avril. Ça a touché mon stop. Et à Amundi, pareil. À Amundi, j'y étais depuis. C'était un peu plus récent, depuis mai 2023. Ça fait presque bientôt 2 ans. Ouais, Dassault Systèmes, en fait, ça fait plus de 3 ans, pardon. Et Amundi, ça faisait bientôt 2 ans. Et voilà, je les avais achetés à 56,65 au PRU et je les ai revendus à 56,80. Je m'étais mis un stop de protection légèrement au-dessus de mon prix d'achat. Et avec les frais, je perds légèrement, voilà, je perds 1,23 €. Donc voilà, je me suis protégé, ça m'a permis d'avoir du cash et ce cash, je l'ai réinvesti dans des ETF comme on vient de le voir juste avant. Voilà, c'est un petit peu comment je gère mon portefeuille action, on va dire. Encore une fois, c'est la partie où je suis la moins à l'aise. Du coup, aujourd'hui, mon portefeuille action, j'ai toujours du Vinci, Air Liquide, L'Oréal, OB, Schneider, Euronext, LVMH. Donc du coup, ça a un petit peu bougé on va dire, les allocations et la répartition au sein de mon portefeuille. Mais on voit que voilà, mon top 3 des valeurs dans mon portefeuille, c'est Air Liquide, Vinci, LVMH. C'est des positions sur lesquelles j'ai des très bonnes convictions sur le long terme. Euronext aussi, qui est vraiment... j'ai l'impression c'est incroyable, Euronext, ça va vraiment tout droit. Si on enlève, le bordel qu'a créé Trump là, depuis, je vais me mettre en semaine, voilà, depuis juillet 2023, ça fait que monter, quoi. Et c'est une montée très impressionnante. Il a pris 130%, quoi. Donc c'est assez impressionnant. J'ai un PRU en plus qui est plutôt intéressant sur cette valeur-là. Euronext, voilà, j'ai presque doublé ma ligne. J'ai presque doublé, on va dire, ma performance plutôt. Je suis presque à 100%. Ensuite, j'ai du Schneider, j'ai du OB et j'ai du L'Oréal. Je trouve que voilà, en fait, je suis un peu déçu, quelque part un peu déçu d'être sorti, notamment d'Amundi. J'aurais dû laisser plus de chance à ce dossier-là que je trouve intéressant. Dassault Systèmes, bon, ça faisait un moment que le marché en voulait plus. Donc je suis sorti, ça m'a touché. Je me dis que finalement, ce brouhaha, ce bruit qu'a créé Trump, ça m'a permis de sortir quelques éléments de mon portefeuille. J'ai un portefeuille qui est plus concentré et j'ai un portefeuille qui est plus exposé aux ETF, ce qui s'aligne plus avec ma vision des choses. Donc mine de rien, bon, j'ai envie de me réconforter un peu comme ça en me disant, d'un côté je suis un peu deg d'avoir perdu ces deux valeurs-là dans mon portefeuille action, mais de l'autre côté ça tend plus vers ma stratégie un peu globale, qui est d'avoir tout simplement une exposition plus importante aux ETF, donc pourquoi pas. Au final c'est peut-être un mal pour un bien, on le verra tout au long de l'année. En termes de dividendes, pour le moment, sur l'année 2025, j'ai toujours rien touché. On voit qu'en principe, c'est en avril que je touche mes premiers dividendes, donc ça pourrait arriver. Ça va dépendre des valeurs Vinci, L'Oréal et LVMH qui versent en avril. Je suis toujours exposé à ces valeurs-là. Donc du coup, je devrais toucher des dividendes. Du coup, là, je peux enlever Amundi. Ouais, on voit qu'il y a des anciennes valeurs qui traînent. J'ai dû faire des copier-coller. Mais voilà, j'ai pas touché de dividendes sur ce mois-ci, tout simplement. Et enfin, sur ces 2 mois-ci même, puisqu'on est sur un bilan de février à mars. Et voilà, donc voilà, on est dans le rouge, un peu comme tout le monde, je pense, hein, comme beaucoup de marchés. Et il faut juste voilà, essayer d'être fidèle à son plan, d'être fidèle à sa stratégie. Ça n'empêche pas qu'on peut la revoir, qu'on peut un petit peu l'ajuster. Mais voilà, il faut essayer d'être le plus fidèle à son plan parce que, encore une fois, c'est ce qui est le plus facile à gérer par la suite. Et maintenant, on va passer à mon compte titre. Qui lui prend encore plus cher que mon PEA. Je pense que vous devinez pourquoi, parce que en fait, sur mon compte titre, je suis full action. J'ai pas d'ETF pour le coup. Les ETF, je trouve ça super intéressant dans un PEA, un peu moins dans mon compte titre. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais effectivement, j'ai mes portefeuilles, hein. Ici, on voit 2 gyros. C'est pas des images.
Donc on va voir ce qui s'est passé sur mon compte titre. Hop là, pardon. Sur mon compte titre, tout simplement, on va regarder ici, on va voir l'historique. On va voir que, voilà, au mois de février, -5, au mois de mars, -5, et là, en cours, au mois d'avril, -7. Donc, si je prends juste le mois de février et de mars, parce que c'est le bilan, on est à -10% sur -10% sur mon compte titre. Là où le SP500 avait fait -6. Et où le World avait fait -10. Donc on est à peu près égalité avec le World. On sous-perf le SP500. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de valeurs en portefeuille et on va regarder tout de suite. Et ces valeurs-là, forcément, si elles bougent plus que de manière générale le SP500, ça se ressent au niveau de ma performance. On va voir qu'il y a eu du mouvement du coup. Un peu comme sur le PEA, ce mouvement un peu de panique a fait net des mouvements dans mon portefeuille action. On va voir que j'ai perdu Johnson & Johnson qui est sorti. Alors j'avais une action en portefeuille, mais je l'avais depuis longtemps. Mais du coup, avoir une action, je trouve qu'avoir une ligne avec une action, ça n'avait pas forcément de sens. Mais du coup, j'avais mis un stop de protection, je suis sorti. Évolution AB aussi, je suis sorti. Évolution AB et Johnson & Johnson. Pour le coup, je suis un peu moins dégoûté que sur mon PEA. Parce que là, je suis vraiment full stop picking. Donc j'essaye vraiment d'avoir de la qualité et avoir de la qualité qui est croissante dans le temps. Et quand on regarde les courbes de Johnson & Johnson et d'évolution AB, là on est sur Johnson & Johnson, voilà, on voit que ça baisse depuis quasiment 3 ans. 2022 avril, voilà. Donc en fait c'est sur une pente descendante. Donc bon, je me dis, je suis un peu moins dégoûté que ça soit sorti de mon portefeuille. Et évolution AB, est-ce que je l'ai là aussi? Ouais, évolution AB, voilà, pareil, il y a eu un top en 2021, là en 2023, 2024, voilà, ça fait que descendre. Et vous le voyez, hein, là j'avais un stop technique, tout simplement, par rapport à un niveau technique intéressant. Il a été cassé avec le bruit qu'a foutu Trump, et du coup je suis sorti de ma position. On voit qu'entre-temps elle les a repris forcément, puisque le lendemain Trump a dit l'inverse de ce qu'il avait dit la veille. Mais c'était quand même des valeurs qui étaient baissières. Et je pense que sur Evolution AB, je suis honnête avec vous, je me suis laissé un petit peu influencer par la beauté des ratios et par le fait qu'aussi c'est une valeur que je retrouvais beaucoup chez certains influenceurs sur Twitter ou sur YouTube. Et du coup, ça m'a un peu convaincu d'y aller. Alors, je n'ai pas perdu beaucoup, mais je pense que je me suis un peu laissé influencer. Et je l'avais toujours dit dans mes vidéos précédentes que Evolution AB, c'est du casino en ligne, et j'avais un peu de mal quelque part à m'aligner avec cette idée que une valeur qui est assimilée à du casino en ligne puisse autant performer. Il y a quelque chose qui me dérange dans l'activité du casino en ligne, d'un point de vue éthique, tout ça. Donc bref, voilà, c'est comme ça, elles sont sorties de mon portefeuille, et par contre, du coup, ça m'a remis un peu de cash, et j'ai décidé de renforcer certaines lignes, et notamment Microsoft. J'ai racheté une action de Microsoft le 20 mars, et j'ai racheté également du Nvidia, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça, du Nvidia, que j'avais commencé une ligne en début d'année. Là, j'en ai racheté. Voilà, finalement, on voit que j'avais acheté à 120 euros, j'en ai racheté à 88 euros. Donc voilà, j'ai lissé un peu mon prix. Et donc, du coup, j'ai un portefeuille aujourd'hui, mon compte titre, qui n'a pas beaucoup de valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Mais c'est des valeurs sur lesquelles voilà, je suis très, très content de les avoir en portefeuille, sur lesquelles j'ai des convictions à long terme qui sont bonnes. Alors, on est très tech, hein. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia. Bon, j'ai un peu MSCI, McDo, Visa, même si bon, dans Visa, MSCI, il doit y avoir de la tech aussi un peu. Mais voilà, je suis content de mon portefeuille. Je surveille un peu, je surveillais Mastercard et Berkshire Hathaway. Mais voilà, j'ai un peu de cash en ce moment sur mon compte titre. Et je pense que si je devais donner une priorité, il me reste 780 euros qu'on peut trouver là. Voilà. Je pense que en priorité, là le marché est tellement volatile que pour construire une nouvelle ligne, ça me fait un peu peur. J'irais plutôt sur du renforcement de certaines valeurs. Et du coup, peut-être aller renforcer les actions que j'ai déjà.
Pourquoi pas voilà, je viens de renforcer déjà Microsoft et Nvidia, pourquoi pas aller renforcer Apple, Amazon, Visa, j'aimerais beaucoup aussi, très belle valeur. Pourquoi pas Google aussi, MSCI, bref. Les valeurs que j'ai déjà en tout cas en portefeuille, je me sens à l'aise pour les renforcer. En termes de dividendes, j'ai dû en toucher parce que les États-Unis, ça verse un peu plus. Voilà, j'ai touché, bon, c'est pas beaucoup, hein, parce que c'est les dividendes américains, mais on voit qu'en février, j'ai touché 1 euro et en mars 6 euros, mine de rien. Et que ça s'est réparti de la façon suivante. C'était un dividende d'Apple au mois de février, et ensuite en mars, j'ai eu du Johnson & Johnson, malgré que je sois sorti. Microsoft, Visa, McDo, MSCI et Google. Donc bon, c'est pas grand chose, hein. Ça fait 6,36 euros. Là, si on regarde depuis le début de l'année, je suis à 9,59 euros de dividendes de toucher. Mais on mesure, on note les choses. Et de toute façon, vous le savez, j'ai pas une stratégie de dividendes, et tous les dividendes que je vais toucher vont être automatiquement réinvestis de manière entière à l'achat de nouvelles valeurs ou au renforcement de certaines valeurs que j'ai en portefeuille. Donc voilà pour mon compte titre, qui est sur février et mars, voilà, hein, c'est pas une surprise, qui est lui aussi baissier, et qui sur le cours d'avril le sera certainement aussi, à moins qu'on ait sur les 15 jours qui restent en avril une explosion phénoménale. Mais voilà, encore une fois, c'est le mindset, hein. On est investi en bourse, on est exposé à des marchés financiers, c'est volatile, ça bouge, il faut accepter la baisse, et essayer, pourquoi pas, quand il y a des grosses baisses, d'être opportuniste, regarder un petit peu comment justement on peut optimiser nos portefeuilles et notre stratégie. Maintenant, on va quitter les marchés financiers, on va aller voir mon appartement Airbnb que j'ai mis en location courte durée sur Airbnb et sur Booking. On va voir ce qu'il a donné sur les mois de février et mois de mars. Donc le mois de janvier avait été plutôt bon, et on avait fait un cash flow net de 489 euros. Là, février et mars, ça s'équilibre finalement. On fait du cash flow net à quasiment 78 euros, et là, on perd 71 euros. Donc si on regarde dans le détail un petit peu, donc au mois de février, ici, c'est ma mensualité de crédit. J'ai eu 18 nuits bookées sur Airbnb et 5 sur Booking, ce qui fait quand même un taux d'occupation de 76%, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est plutôt intéressant. Donc on a le chiffre d'affaires alloué à Airbnb et à Booking, ce qui me donne un chiffre d'affaires total. Ensuite, j'ai une conciergerie. J'ai mis mon appartement en gestion sous conciergerie, donc je lui reverse tous les mois un certain pourcentage. Ce qui me donne un résultat tout simplement de 853 brut, mais après, une fois que vous avez ce résultat-là, c'est du brut, il faut que j'enlève mes charges, donc assurance habitation, internet, électricité, eau, la société qui fait le ménage à chaque fois entre deux voyageurs, des charges exceptionnelles, j'en ai eu, taxe foncière que j'ai lissée, donc l'année dernière elle était de 1100 euros, j'ai lissé sur l'année, donc ça représente 91 euros, l'expert comptable, 57 euros, pareil, c'est du lycée ça, et la CFE. Impôt, voilà. Le contexte Airbnb, enfin location courte durée en ce moment, est assez touchy aussi. Il y a des choses qui viennent d'arriver avec les nouvelles lois de finances. C'est un peu touchy à tout comprendre, c'est pas facile à comprendre. Ça demande beaucoup plus en tout cas pour moi, d'efforts, de charge mentale. Donc il faut qu'on se renseigne, mais je crois qu'il y a une partie de l'URSSAF qui est arrivée si on fait plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ce qu'on va certainement faire, puisque l'année dernière, en chiffre d'affaires, si je me mets sur l'année dernière, en total, on avait fait 26 800. Et donc du coup, si vous dépassez ces 25 000 euros de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que tout simplement, on est imposé, on se reprend une taxe, je crois que c'est quelque chose comme 1200 euros. Donc ça fait un peu chier. Donc on va voir. Bon, toujours est-il qu'on verra en fonction du chiffre d'affaires, mais c'est un environnement, enfin, là aussi, ça bouge tout le temps, ça bouge beaucoup, et on verra ce qu'il en est. Au mois de mars, du coup, on a fait que du Booking, à 21 nuits, donc 70%, un peu moins bon. On voit que depuis le début de l'année, on a une moyenne de 79% de taux d'occupation, et que le mois de mars a été pour le moment le moins bon. Mais on a fait que du Booking, donc même logique, chiffre d'affaires généré par Booking, donc chiffre d'affaires total égale le même, hein, puisqu'on n'a pas de Airbnb. La taxe de la conciergerie, mon cash flow brut du coup, qui était positif, mais après quand on enlève toutes les charges, on finit dans le négatif, et ce qui m'a coûté cher au mois de mars, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de petits séjours. Je crois que si on le voit là, voilà, vous le voyez ici, 4, plus 3, plus 4, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. À chaque fois qu'il y a un plus, finalement, c'est un séjour. Donc j'ai eu beaucoup de petits séjours. Et ça, en fait, ça veut dire qu'entre chaque séjour, il y a la société de ménage qui passe. Et donc, il faut évidemment
payer le service rendu. Et donc du coup, voilà, ça, le chiffre sur le ménage, on voit que 440 euros, il n'a jamais été aussi haut. Et mine de rien, c'est ce qui a fait que bah, je me retrouve en négatif à la fin du mois, parce que toutes les autres charges n'ont pas vraiment bougé. J'ai même eu un peu de charges exceptionnelles, mais moins qu'ici au mois de février. Et les autres n'ont pas bougé, mais par contre le ménage a explosé. Et donc du coup, ça a rendu le mois de mars finalement négatif. Mais bon, voilà, sur le début de l'année, on cumule de la trésor à hauteur de 496 euros. Là, j'ai la trésorerie historique, où je prends la trésorerie que j'ai générée en 2024 et j'ajoute la trésorerie qu'on a générée là en 2025. On note tout, on tient tout. Voilà, c'est un mois dans le rouge pour le moment. On voit qu'on est dans le positif, donc c'est toujours ça, de bon. On voit que ici j'ai changé. J'ai mis une mensualité après, en principe, hein, je dis bien en principe, on est censé passer à 1000 euros de mensualité au mois d'avril. Donc là, ça risque de changer grandement les choses, on verra. Il faudra encore une fois mesurer les choses, les optimiser, s'adapter. De toute façon, c'est un peu, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe dans la vie, il faut toujours s'adapter. Donc on verra. J'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais on a en réflexion avec ma femme, pourquoi pas de passer peut-être sur la location un peu plus classique, d'arrêter peut-être la location courte durée. Peut-être qu'on sera... on verra. On ne sait pas trop si on sera plus ou moins perdant. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mesure, qu'on analyse et après qu'on prenne une décision. Mais voilà, c'est pour le moment... c'est un début d'année 2025 qui est satisfaisant parce que on rentre plus d'argent qu'on doit en sortir, mais c'est avec une mensualité qui est réduite. Donc tout va finalement un petit peu se jouer sur cette mensualité. Qu'est-ce qu'on va être capable de générer comme cash flow net quand on sera à la mensualité pleine. Et pour le moment, quand je vois déjà les chiffres avec 525, si on double ici, j'ai peur qu'on soit dans le rouge un peu partout. Presque ici, on aurait été à quelque chose près, mais là, on aurait été gravement dans le rouge là aussi. Donc voilà, ça fait partie de la vie d'un investisseur quand vous allez investir dans quelque chose, peu importe si c'est de l'immobilier, de la bourse, du private equity ou je sais quoi d'autre. Il faut toujours un petit peu à un moment donné mesurer les choses et s'adapter. Ça fait partie du jeu et voilà, c'est la vie d'un investisseur quelque part, j'ai envie de dire. Et pour finir, on va aller regarder mon budget. Je me fixe tous les mois un budget à respecter. En tout cas, une dépense budgétaire à respecter. Cette dépense budgétaire tous les mois, elle est de 285 euros. Donc c'est des dépenses personnelles, juste mes dépenses à moi. Hein. C'est pas les dépenses de mon foyer. C'est juste mes dépenses personnelles pour moi. Et donc du coup, au mois de février, on voit que j'ai pas réussi à respecter tout simplement cette dépense-là. J'étais en excédent de dépenses de 230 euros. Et au mois de mars, j'ai explosé. J'ai explosé au mois de mars, la raison elle est toute simple, c'est que je l'ai dit en introduction de la vidéo, mais j'étais 2 semaines à l'étranger, enfin 10 jours à l'étranger, aux États-Unis. Et voilà, j'ai dépensé forcément de l'argent. On était resto matin, midi, soir. On s'est fait plaisir, j'ai ramené des cadeaux pour ma femme, mes enfants, ma famille, bref. En plus, à côté de ça, dès que vous payez quelque chose là-bas, j'ai pas été très malin, j'ai tout payé avec ma carte bleue, donc j'ai payé plein de frais. Donc voilà, bon, j'ai pas de regrets parce que j'ai vécu mon voyage, c'était un vrai kiff et on a très bien vécu et à aucun moment je me suis pris la tête en me disant est-ce que je suis dans le rouge ou pas. Là je suis dans le rouge uniquement par rapport à mon objectif de dépenses personnelles que je me fixe tous les mois, mais rien de grave. En tout cas j'ai pu bien profiter de mes vacances et bon voilà, c'est 2 mois un peu dans le rouge. Et en plus ici, mois de mars il est aussi un petit peu surplombé parce que je vais me remettre au sport. Et donc du coup, je me suis acheté des équipements pour ce sport-là. Et donc du coup, l'équipement sportif, ça coûte de l'argent. Donc c'est du sport simple, mais que je faisais plus. Et j'ai entre guillemets un peu le feu vert de mon ostéo qui m'a dit de réessayer. Et j'ai réessayé, ça se passe plutôt bien. Mais du coup, voilà, quand vous achetez des bonnes chaussures et tout le stuff qui va avec, j'ai envie de dire, ça coûte un petit peu d'argent au départ. Donc dans les dépenses des vêtements ici, il y a beaucoup qui sont dédiés à la pratique, à ma pratique sportive. Mais par contre, je suis content parce que j'ai réussi à négocier Canal+. Là, j'avais ici en charge fixe, Canal+ était à 41 et je l'ai passé à 25 euros. Donc du coup, à partir du mois d'avril, là, je paye que 25 euros au lieu de 41.
Donc mine de rien, j'ai économisé 16 € sur mon abonnement Canal+ pour 2 ans, donc ce qui fait une sacrée somme. Donc voilà, on essaye toujours d'optimiser. Il faut que je le fasse aussi pour mon forfait téléphone. Je sais qu'on peut se connecter facilement en ligne. Moi, je suis chez SFR, je me connecte chez SFR et je peux changer de manière librement mes forfaits. Et les forfaits qu'on souscrit, souvent, ils augmentent avec le temps. Et en fait, il suffit juste d'aller se connecter sur leur site et de changer de formule, très simplement. Souvent, en plus, les nouvelles formules ont encore plus de capacité ou de data par rapport au forfait. C'est souvent plus avantageux et en plus, c'est moins cher. Mais en fait, ils savent très bien qu'une fois qu'on a signé un forfait, on fait plus trop l'effort de regarder et on perd un peu d'argent comme ça. Donc voilà, il faut optimiser au quotidien. Donc là, voilà, je suis dans le rouge. Hein. Bon, on voit que ça ne m'a pas empêché de faire toujours mon épargne. J'ai mon épargne qui est systématiquement versée, ça c'est des versements automatiques quand je touche mon salaire. Mon investissement en bourse aussi. Donc mine de rien, j'ai quand même voilà, j'ai eu un taux d'épargne de 18%. Là, j'ai eu un taux d'épargne de 5%, forcément la dépense était énorme. Mais voilà. Et puis là, comment fonctionne le fichier pour ceux qui le découvrent? En fait, je mets tout simplement mon salaire. Là, j'ai mis les revenus YouTube, donc on voit qu'en janvier et en février, j'ai touché de l'argent. Ce que je vous dis, c'est uniquement les revenus générés par les vues que je fais sur la chaîne. Il n'y a pas de partenariat, pas d'affiliation. Ça, c'est ma charge de mon foyer, 2766. Donc à partir du mois d'avril, elles vont passer à 2746 parce que j'ai gagné les 20 € sur mon contrat Canal+. Mais ça, c'est toutes les charges qui sont, pareil, automatiques, qui partent pour la vie de mon foyer, de ma famille chaque mois. Ça part de manière automatique. Après, il me reste un solde, on peut le voir. Et ce solde-là, c'est sur ce solde-là, finalement, que je me fixe un objectif de dépense de 285 €. Donc là, typiquement, quand il me restait 525, bah, j'ai dépensé 135, donc je suis en excédent de 149. Là, j'ai dépensé 517. Je suis déficit. Là, le voyage, gros déficit. Mais on a tout le reste de l'année pour essayer d'être dans le vert et on va dire, un peu de remonter la pente, mais aussi, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, ça n'a pas d'impact sur ma vie de tous les jours. Donc, il n'y a rien d'alarmant, rien de grave, et c'était un petit peu quelque part prévu, parce que je savais depuis le mois d'octobre que j'allais partir aux États-Unis. Donc voilà, maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Vous me connaissez maintenant sur la chaîne. Je mesure tout, j'optimise tout, et dès le mois d'avril, je pense qu'on va passer sur des tendances, on va dire, dans le vert, comme je l'ai été sur toute l'année 2024 quasiment, où les seules fois où j'étais en rouge, c'était pour 15 ou 20 €. En 2024, j'ai majoritairement été dans le vert, et donc là, du coup, je sais que logiquement, je vais reprendre ma vie entre guillemets normale, sans vacances à l'étranger et sans grosses dépenses imprévues. Et donc du coup, ça va repartir facilement dans le bon sens. Et pour finir, bah, je voulais tout simplement repartager voilà, ma page Bento, qui encore une fois est très important par rapport aux moyens de contact. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Si vous avez téléchargé le fichier, vous êtes bloqué, envoyez-moi un message sur Discord, envoyez-moi un message sur Twitter, envoyez-moi un message dans les commentaires, dites-le moi, on peut évidemment échanger. C'est plus facile par Discord et Twitter, mais les commentaires sont là aussi pour échanger. Et voilà, pour faire un gros résumé, voilà, on est un peu dans le rouge partout sur ce mois de mars. On est dans le rouge en bourse, on est dans le rouge finalement avec ma LCD, on est dans le rouge dans les dépenses. Mais vous voyez, j'ai le sourire, tout va bien, parce que je sais qu'à côté de ça, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, elle est sur des rails, ça passe. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et comme je l'ai dit, pour la partie en bourse, c'est le mindset qu'il faut avoir. On sait que sur du très long terme, on est haussier, on sait qu'on va connaître des périodes de baisse. On n'est jamais trop préparé aux périodes de baisse, et même quand on en connaît déjà, à chaque fois c'est presque une nouvelle, parce que j'ai connu une période de baisse avec le Covid, bon, crise sanitaire, crise mondiale, ok, on comprend que ça baisse. Là, marché 2022, bon, c'était pas si foufou que ça, c'était en tout cas moins violent. Et là, 2025, c'est Trump qui joue un petit peu avec les marchés. C'est violent parce que ça se passe sur... on a l'impression qu'on jongle, qu'on fait un volte-face un peu à 180 degrés en l'espace de 2-3 jours, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est nouveau. On va dire la violence sur si peu de temps. Et surtout le retournement un peu de situation sur si peu de temps. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une expérience, c'est un vécu. Et même si on peut croire que plus le temps passe, et plus on a investi longtemps, et plus on est aguerri, et plus on est prêt à faire face à ce genre de choses, on a toujours des émotions, on reste humain, hein, et les émotions, souvent ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a de pire.
dans l'investissement. Et c'est pour ça que je répète souvent qu'il faut essayer d'avoir un plan, d'avoir une stratégie qui est claire, qui est facile à gérer, parce que si c'est facile, ça sera facile ici au niveau de la psychologie, donc ça vous évitera de faire des erreurs et de réagir trop fortement avec vos émotions. Donc voilà un peu mois de février, mois de mars dans le rouge, c'est pas grave. On continue d'investir, vous l'avez vu, je continue de verser chaque mois mon argent sur mes comptes titres, sur mon PEA. On continue, on trace notre chemin et on prend plutôt la chose du bon côté en se disant qu'en plus, quand on investit avec des ETF, c'est des opportunités, des points bas de marché. Quand on investit sur des actions sur lesquelles, fondamentalement parlant, le business n'est pas remis en cause, et que ce sont toujours des leaders qui ont des avantages concurrentiels assez importants, qui sont des mastodontes un peu sur les marchés, c'est aussi une bonne période, pourquoi pas, pour renforcer. Donc voilà, moi je suis toujours optimiste parce que sur le long terme, ma conviction n'a pas changé. Je suis convaincu que je vais gagner, que mon investissement va être dans le vert sur le long terme en bourse. Et je suis convaincu qu'il faut continuer à investir. Donc voilà, c'était un petit peu les bilans de ces 2 derniers mois. J'espère que le mois d'avril, il va y avoir les vacances scolaires, mais non, j'espère que je ne raterai pas le bilan du mois d'avril, surtout qu'il y a les vacances scolaires, et puis après il y a les ponts du mois de mai. Donc bon, toujours est-il que je vais essayer d'être le plus régulier possible sur la chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me contacter s'il y a besoin. N'hésitez surtout pas. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien. C'était Papa Investi. Bye bye. Vamos!